est-ce qu'il y a des questions? Alors, je n'ai pas... Théoriquement, au départ, je devais évoquer mon bouquin La non-épuration, qui est paru en poche, avec une photo dont l'intérêt ne vous a sans doute pas échappé, voilà, dont je suis encore surprise. Bon, c'est moi qui l'ai proposé quand même, hein. Un ami cinéaste me l'ayant proposé. Voilà, pour tout dire d'ailleurs, Michel Le Thomas, des films de l'an 2, vous voyez, qui a trouvé cette photo absolument extraordinaire. Mais ma foi, comme j'ai eu l'occasion de présenter cet ouvrage et que je l'ai encore et que je l'ai présenté il y a encore peu de temps, je n'ai rien dit de ce à quoi j'ai consacré pas mal de temps, c'est-à-dire le rôle des États-Unis dans la non-épuration, y compris en France, puisque c'est un rôle qui a été général, non seulement dans l'extrême droitisation des États-Unis, mais dans la tenue au chaud de la droite et de l'extrême droite dans l'ensemble de l'Europe américaine, qui, vous le savez, est aujourd'hui beaucoup plus importante qu'elle n'était en 1989. Et je précise que la conférence sur la réédition en poche donc, de la non-épuration, le livre auquel fait allusion Annie, cette conférence a été filmée à la Maison russe de la culture et de la science il y a quelques jours et je pense qu'on va pouvoir elle va être mise en ligne, elle va être mise diffusée et on la mettra y compris sur le site de les librairies prochainement. Ah ben je te remercie. Mais comment dirais-je, donc s'il n'y a pas de si, une question. C'est au niveau de l'endiguement. Hein. Oui. Il y avait quand même un rapport très, je dirais, très ténu entre le maréchal Georgi Zhukov et Dwight Eisenhower, puisque Georgi Zhukov s'est déplacé aux États-Unis. Voilà, je voulais vous poser cette question. Votre question est très intéressante parce que je le dis d'ailleurs dans mon ouvrage là, qui va paraître sur les origines du plan Marshall et qui porte sur la période 41-46. Il est certain, je trouve qu'Eisenhower, et évidemment, je suis une des historiennes à le trouver, et moi j'y ai pas consacré ma carrière, il y a beaucoup d'historiens qui y ont consacré aux États-Unis grande partie de leur carrière, hein. Notamment Stephen Ambrose qui est mort, qui est un historien extrêmement très intéressant, qui a fait une biographie d'Eisenhower parmi tant d'autres, hein. Et il est certain, ce que je signale, que Eisenhower est un des militaires certainement, enfin, est un des militaires les plus intelligents des États-Unis, ou en tout cas qui a exprimé son intelligence, je dirais, le plus souvent. C'est-à-dire que si Eisenhower n'avait pas été ce qui est le sort obligatoire de grands militaires américains qui terminent tous leur carrière à la tête ou au siège de conseil ou d'administrateurs de grands groupes capitalistes, de grands trusts, tous. Hein, ils sont tous. Souvent trust d'armement d'ailleurs. Oui, souvent, quand même, on n'est jamais si bien servi à la retraite que dans les fonctions qu'on a assumées quand on était actif, hein, comme quand même de représentant de la production nationale. Mais il est certain que c'est un de ceux qui n'étaient pas aveuglés par l'antibolchevisme. Et il faut observer, bien qu'il ait appliqué la politique américaine avec une très grande rigueur, mon livre à paraître le montre, que c'est celui qui était sans doute le moins grossier, le moins volontiers grossier, et je dirais le plus franc dans son expression. On dispose heureusement, même quand on n'est pas aux États-Unis et qu'on ne peut pas aller aux archives, j'allais dire aux archives vivantes, on a les archives publiées, et on voit souvent Eisenhower s'exprimer avec raison. Et il est à peu près clair que Eisenhower n'était pas l'espèce de fou de guerre que sont un certain nombre de dirigeants américains, hein. Ça ne fait aucun doute.
Rappelons que c'est lui qui, le premier, va parler du complexe militaro-industriel. Voilà, mais il en parle en partant. Pour le dénoncer. En partant quand même. Oui. Voilà. Et il a été ce que montrent évidemment, très honnêtement les historiens, il a été littéralement à son service toute sa carrière. Mais vous voyez, ça montre très bien. Mais nous avons de ces exemples tout à fait remarquables, particulièrement représentés d'ailleurs dans le renseignement, vous l'aurez observé évidemment. De toute façon, quand on fait du renseignement, on est direct. Hein. C'est-à-dire qu'on dit tout. Et même quand on est qu'on soit au service de la meilleure, de la pire des causes, objectivement de la meilleure ou de la pire des causes, la plus morale, de la plus immorale. On est là pour dire ce qu'on voit et ce qu'on sait. Par conséquent, on le dit. Et il fait partie de ce personnel, comme le personnel des renseignements, mais avec, c'est vrai, cette petite touche sympathique qui faisait que il s'est laissé acheter, mais qu'il ne donnait pas l'impression d'être cinglé, si vous voulez, comme des types comme Forrestal. Alors, Forrestal, c'est pourtant le même cursus. Hein. Forrestal, c'est ministre de la guerre, ministre de la Défense. Alors lui, c'est bien simple. Je crois qu'il s'est suicidé. Je ne sais pas s'il s'est jeté de sa fenêtre en croyant que les soviets allaient... que l'armée rouge allait traverser, je ne sais pas quel pont de New York, qui était devenu complètement toqué. Ça n'est pas le cas d'Eisenhower. Mais le résultat était le même. C'est-à-dire que finalement, Eisenhower ne s'est jamais mis en travers de ceux qui font la politique aux États-Unis, c'est-à-dire cette espèce de fusion entre l'appareil d'État et les trusts. Vous savez, c'est ce qu'un responsable du SDEC, moi je le cite dans mon bouquin, j'adore cette remarque de responsable du SDEC de 1950, qui dit qu'aux États-Unis, mais c'est vrai ailleurs, hein, triomphe le bipartisme des affaires, tandis que le bipartisme politique, politique a l'air plus délicat. Mais le bipartisme des affaires est total. Total. C'est-à-dire que vous n'avez... Et c'est une des erreurs, y compris d'ailleurs de Semenov, mais les soviétiques, très optimistes sur Roosevelt, ont longtemps pensé que Roosevelt et Morgenthau étaient finalement voilà, des gens vraiment de bonne volonté. Oui, mais Morgenthau et Eisenhower étaient liés très intimement à l'appareil financier américain. Et par conséquent, Roosevelt a mis à la tête de tous les organismes de contrôle de l'économie de guerre des gens qui étaient en général républicains, mais alors résolus. Mais le bipartisme des affaires primait tout. En tout cas, oui, c'est vrai. Et je suis persuadé que Eisenhower, enfin, pas je suis persuadé, c'est clair, Eisenhower était prêt au pire. Il a d'ailleurs présidé au pire. C'est quand même un des organisateurs des opérations les plus connues comme criminels des États-Unis. Pensez à la manière, à l'Amérique latine, contre Arbenz, à l'opération iranienne. Bon, mais les démocrates avaient évidemment la même position. C'est-à-dire qu'il a quand même organisé les opérations meurtrières parmi les plus célèbres. Mais voilà, c'est vrai, plus intelligent que d'autres, ou plus franc. Alors juste une petite question. Dans les livres sur la guerre froide, tu parlais de Roosevelt, et dans les livres sur la guerre froide, on accorde beaucoup d'importance justement dans le déclenchement de la guerre froide, au fait qu'on est passé d'un Roosevelt qui aurait eu des tendances à, disons, accepter la coexistence avec l'URSS, qui aurait mené sa propre politique avec Hopkins, sans être toujours d'accord avec le département d'État,
et en opposition au contraire à Truman. Alors voilà, tu peux nous dire ce que tu en penses. Ah oui, alors ça et puis une deuxième chose aussi, je voudrais dire, le rôle des Britanniques aussi dans le maintien des collaborateurs, notamment en Grèce, c'est la question que je connais, mais peut-être aussi dans d'autres. Alors, tu verras d'ailleurs, mon bouquin, c'est, après bien des Américains, mais que personne ne connaît, je dirais toute l'école révisionniste américaine, c'est-à-dire l'école tirée de ces grands historiens, pour vrais pionniers, qu'ont été Fleming d'une part et William Appleman Williams d'autre part, ont montré la continuité de la politique impérialiste américaine, quelles que soient les administrations. Et je renvoie d'ailleurs à cet égard à un ouvrage qu'un lecteur d'ailleurs m'a offert. Alors je dois dire, je lui suis très reconnaissante, qui est la thèse de Williams sur les relations, pas traduite bien sûr, une thèse de 53, 54, publiée en 53 ou 54, qui porte sur les relations américano-russes de 1731 à 1947. Et il y montre ce qui est devenu tabou à partir des années 90, alors qu'est complètement tabou en France. Hein. Je dirais, dans l'histoire contemporaine, qui n'a seulement pas pu pénétrer en France, parce que tous les collègues bien pensants haussaient les épaules quand on parlait de Williams et des révisionnistes. Là maintenant, ils n'ont même plus à hausser les épaules, personne ne sait qui c'est. Mais il faut le savoir, dans les années 60, jusqu'aux années 90, il y a eu une pléiade aux États-Unis de travaux, tous plus extraordinaires les uns que les autres, dont aucun n'est traduit. Des disciples de Williams notamment, qui montrent la continuité totale. Et c'est très intéressant, le personnage de Roosevelt, parce que Roosevelt est présenté souvent, vous voyez, comme un peu la victime des milieux financiers, des républicains, qui lui en veulent beaucoup, qui l'empêchent de faire ce qu'il veut. En fait, pas du tout. Il est l'homme parfaitement adapté à deux choses. Sur le plan intérieur, on sait, la nécessité de donner une solution à une crise systémique du capitalisme qui menaçait quand même d'emporter le capitalisme, hein. Bon, ce qui était une tâche très importante. Et une deuxième tâche qui était d'assurer l'expansion impérialiste dans les conditions données des années 30 et 40. Or, qu'est-ce que ça supposait? Pour nous en tenir à la seule période de la guerre. Les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre avec leur armée, n'en ont pas. Ils ont une armée qui peut faire le ménage dans l'arrière-cour, qui peut terroriser sa population quand elle s'agite un peu, mais ils n'ont pas la tradition européenne, ils n'ont pas d'armée. Donc ils ont besoin, la première fois, ils ont besoin des armées européennes. Ils se pointent en mars 18 quand même, ce qu'on nous cache maintenant. La guerre, elle est pliée déjà en 18. Bon, et ils ont besoin de l'URSS. Ils ont besoin de l'URSS qu'on ne peut pas insulter tous les jours. On fait ce que Lloyd Gardner, un des meilleurs disciples de Williams, a montré dans un ouvrage sur l'Europe, pas traduit, sur les États-Unis et l'Europe de 38 à 45. On a la tactique de l'attente. Quand les Russes donnent leur but de guerre, sont très clairs, hein, les buts de guerre de Staline, ils sont énoncés en juillet 41. C'est récupération du territoire de l'Empire, moins la Finlande d'ailleurs, parce qu'en Finlande, ils se sont arrangés que les Finlandais, en
en 40, et par conséquent, ça leur suffit. Les soviétiques acceptent le compromis de Finlande, qu'ils ne remettront jamais en cause. Non, vraiment, je dois dire que le mur des Finlandais, ça me semble particulièrement grotesque. Mais enfin bon, vous avez vu, il y a un mur en construction. Oui, là partout. oui. Bon, oui, depuis quelques jours, enfin j'ai vu ça hier. Bon, mais tout ce qui a été perdu dans la guerre russo-japonaise, notre territoire, la ligne Curzon, tout ça, c'est-à-dire, et en plus, l'abolition du cordon sanitaire. Nous ne voulons plus à nos frontières de voies d'invasion de l'Union soviétique. C'est fini. Bon, hein, ça c'est le but de guerre. Qu'est-ce qu'il fait, Roosevelt? Il refuse de discuter. Ah, disent certains superficiels, bah oui, parce que quand même les soviétiques, c'est pas très bien. Pas du tout. Il refuse toute discussion avec les Anglais. Il ne veut pas de zone d'influence. Et pourquoi ne veut-il pas de zone d'influence? Parce que la zone d'influence, elle est totalement contradictoire avec la politique de la porte ouverte. Il n'y a pas de zone d'influence. Il y a la zone américaine partout. Il y a ce qu'ont très bien montré les historiens américains militaires, comme Sherman et Sherwin, ils ont presque le même nom, qui ont fait des bouquins extraordinaires, aucun traduit. Il y a ce que montre Sherwin, c'est-à-dire le chef de l'aviation en 1942, c'est le chef de l'aviation nommé par Roosevelt en 1942, qui dit « Il n'est pas un pays dans lequel nous ne pourrons pas poser nos avions là où on veut. Nous aurons des bases dans le monde entier. » Mais les bases, c'est quoi? C'est les mêmes bases que les bases navales de l'impérialisme britannique. C'est les bases de contrôle. Et donc, bien entendu, et heureusement que Roosevelt, avec ce qui est exigé des soviétiques, est poli, mais il est aussi inflexible sur le fond, que de manière évidemment provocatrice, insultante, l'est Truman. Et il est significatif d'ailleurs que tous les hommes que Roosevelt a mis à la tête des grands services de contrôle de la guerre vont être maintenus et qu'on les trouve, à des postes éminents, même sous gestion républicaine. Donc cette tactique d'attente est une tactique, bien entendu, qui ne convient plus à Truman. Pourquoi donc? Mais que préparent Roosevelt et les siens? Parce que la pratique le montre. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que Truman ne renoncerait pas à cette tactique polie, mais de veto, alors même que, tout le monde le sait, l'URSS abattu qui va passer des décennies à panser ses plaies, d'autant plus qu'elle n'aura pas un sou, hein? Mais ça, c'est les grands démocrates qui le disent. Moi, je raconte comment Harriman, un des plus grands capitalistes américains, qui n'a jamais été autre chose que démocrate, et qui est ambassadeur à Moscou de 1943 à 1946, et qui est un des chefs de la guerre froide, vient encore en 1944 envoyer des télégrammes au département d'État en disant « Ils sont tellement pauvres, ils sont tellement anéantis qu'il suffira de leur promettre un petit prêt d'1 milliard de dollars et on va se passer de leur... Et ils n'auront pas de zone d'influence. » Alors vous voyez, bon, Staline et les siens ont été très gentils, mais alors là, sur le coup de la zone d'influence, niet. Hein? Pourquoi? Parce que tout le monde le savait. Il n'y a plus un soldat de l'armée rouge qui franchirait, comme le disait avec beaucoup d'assurance en 1948 Charles Bolden, qui a été ambassadeur chez nous d'ailleurs, parce que plus jamais il y aurait un soldat soviétique qui marcherait au-delà des accords de Yalta.
toute la question posée, elle a été très bien posée par Diana Clemens et par d'autres chercheurs, notamment Caroline Eisenberg, remarquable livre de 96 qui n'a pas été traduit non plus. Elles ont très bien montré que ce qui s'est passé et ce qui se préparait du temps de Roosevelt, c'était la réécriture totale de Yalta. Mais c'est que Yalta s'est très mal passé. Très très mal. Bien sûr, on ne le sait pas. Vous avez un petit bouquin, là je ne me rappelle plus, par quel historien américain qui n'était pas un chercheur et qui était très bien pensant. Il y avait une petite collection là, je sais pas, des années 80, où on avait Yalta et Potsdam. On avait l'impression qu'à Yalta, ça s'était très bien passé. Oh, puis à Potsdam, quand même un peu moins bien. Mais à Yalta, ça a été épouvantable. Lisez le volume de Yalta, lisez Diane Clemens, lisez Kuklik. Ça a été épouvantable. Voilà. Alors, autre question posée par Joël est évidemment très pertinente et qu'elle ressent, je dirais, de plein fouet parce qu'elle est spécialiste de la Grèce. Bien entendu, dans ce que j'ai évoqué aujourd'hui, les Anglais ne sont pas les derniers. Les Anglais, c'est toujours les premiers, mais c'est toujours les premiers à se faire voler l'initiative par les Américains. Ça a été dans tous les domaines. Hein. Lisez les ouvrages sur le renseignement, en particulier, il y a un ouvrage absolument extraordinaire que j'utilise souvent, ça y est, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, je le donnerai comme référence, qui montre bien que, voilà, les Anglais, ils sont à l'avant-garde de tout. Vous savez bien, les Anglais, ils sont à l'avant-garde de tout. Hein. On n'a pas attendu 2022 pour le savoir. Ils ont été d'aussi bonne volonté pour assassiner les communistes indonésiens. Le Guardian l'a rappelé il n'y a pas longtemps, que pour... enfin, quand même. Qui a été le chef de file de la contre-révolution, c'est quand même Churchill en 1918 contre la jeune Russie soviétique. Ça n'a jamais cessé. Seulement, évidemment, et toujours à l'avant-garde des services rendus aux États-Unis, au point qu'il y a beaucoup de chercheurs, y compris de très bons chercheurs, ou qui cède à ce petit défaut d'ailleurs, qui disent oh non, mais c'est surtout les Anglais qui étaient anti-soviétiques. Vous connaissez le plan, c'est quoi, unthinkable, impensable, c'est ça, pardon? Voilà. Oui, c'est-à-dire le plan, c'est ça, impensable, c'est bien unthinkable, le plan d'attaque de l'URSS avant la fin de la guerre, hein, des Anglais. Bon, et alors, Joël est particulièrement fondé à le souligner. Et puis en plus, il y a beaucoup d'historiens, je pense à Goni, oui. Goni, il a un très fort biais américain. Je crois qu'il est d'ailleurs argentino-américain. Et alors, il a tendance un peu à biaiser avec les dates. Hein. Il nous montre que les États-Unis, c'est surtout 47. Bon, les États-Unis, la filière américano-vaticane de sauvetage des criminels de guerre, moi je l'ai montré dans le Vatican, l'Europe et le Reich, elle date de 43. De 43. Hein, c'est-à-dire à peine, et encore, moi je dis 43, parce que j'ai des sources sur 43, hein, mais si on creusait, on remarquerait que, enfin, on s'apercevrait forcément que les États-Unis étaient au fait des tractations argentino-vaticanes de 42. Bon. Alors, évidemment que les Anglais, ils ont été aux avant-postes, je pense bien, puisque ils se sont arrangés avec les Allemands pour leur permettre de détruire le plus possible de résistants grecs, hein, et puis pour les accueillir tranquillement, mignonnement en 1944.
Voilà. Mais c'est vrai, Joël, la supériorité américaine a éclipsé, quel dommage, tout de même, le rôle des Anglais qu'il est honnête de rétablir. Non, non, mais je vais la répéter, c'est Oui. bon. Monsieur imagine qu'on n'a pas de traces des archives vaticanes, mais il imagine que le KGB, vu son grand talent, aurait pu peut-être les filmer, les microfilmer, et nous amener du coup des archives significatives qui pourraient être des sources. Écoutez, mais, moi je ne connais pas les archives du Vatican, vu que d'abord elles étaient fermées et ne l'eussent-elles pas été, outre que je n'ai pas les moyens de financement, évidemment, il y a peu de chances que j'ai fait partie des chercheurs qu'on eût accueillis avec plaisir. Mais ça n'a aucune importance, parce que les archives diplomatiques d'autres pays sont bourrées d'archives explicites sur le Vatican. Ensuite que, bien entendu, on le sait, elles ont été épurées d'une manière éhontée dans les actes et documents du Saint-Siège. Dans mon ouvrage, j'ai d'ailleurs cité une lettre des archives publiées allemandes, puisque moi les archives allemandes je connais que les publiées, dans laquelle von Bergen, le long complice de Pacelli, de 1920 à 1943, date à laquelle le remplace le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, père d'un président de la République, voilà, von Weizsäcker, vient en juillet 1943 le remplacer, 23 ans. Bergen en 1941, au lancement de l'opération Barbarossa, dit: c'est très simple, moi je me contente d'enregistrer. Hein. C'est très simple, nous avons en quelque sorte entre nous une double archive, une double méthode de contact. Hein. Nous réglons tout par des entretiens permanents. Et puis, il y a trace quand même d'archives officielles qui ne sont pas les mêmes. Et ce qu'il ne dit pas alors. Donc, ce qui veut dire que, bien entendu, il y a toute une partie des archives qui sont bidons. Qui sont des archives officielles. Voilà, officiellement, on a fait ceci. Bon. Ce qui ne correspond pas à la réalité de l'entretien. Il faut quand même savoir que... Alors moi, quand je disais ça autour des années 96, quand je racontais ça à des collègues, ils me croyaient folle. Je disais, Pacelli était le protecteur des nazis à Munich à partir de 1920, puisqu'il était là depuis 17. Et les collègues se demandaient quand même si j'avais toute ma tête. C'est vrai, puisque les archives françaises, y compris les archives militaires, le montrent. Bon. Donc vous imaginez bien que de toute façon, d'abord des archives secrètes, sérieuses, il y en a. On ne sait pas où, mais il y en a. Ensuite, il y a les archives allemandes. C'est-à-dire ce que les Allemands disent de leur contact avec le Vatican. Eh bien, vous les avez, là, les archives. Donc, alors... Les soviétiques, je dirais que dans l'affaire, ils sont petits bras, hein, même s'ils sont bien renseignés. Parce que, avec les archives allemandes, avec les archives occidentales, et oui, avec les archives soviétiques, mais je vous donne un exemple. Moi, je décris dans le Vatican, l'Europe et le Reich, un truc à la fois très sinistre et très rigolo. C'est la manière dont le Vatican a berné les soviétiques, le NKVD, tout ça, en faisant venir en Ukraine les bons apôtres des tas de clercs, vous savez, pour veiller aux minorités allemandes, ukrainiennes, tout ça, gentilles. Bon, elles étaient chargées de quoi? D'espionnage militaire. Et alors, ça ne faisait pas plaisir aux Français non plus. Hein. Oui, il y a des moments où ils avaient un peu la conscience que tout ça allait leur retomber dessus, un de ces quatre.
Et à partir de 26, quand même, le NKVD a commencé à s'agiter un peu et à se rendre compte. Et je raconte, par exemple, une perquisition des soviétiques auprès de... Enfin, dans une assemblée de clercs. Il y a un clerc français, parce qu'on a utilisé même les clercs français pour faire ça. Hein. C'est dire ce que c'est que l'ultramontanisme, quand même. Hein. Et il y a un clerc français qui dit, je crois que c'est Monseigneur Neveu, qui dit « Oh, puis alors, il y a un de nos participants, ce sot, qui avait des cartes, qui avait laissé des cartes. » Bon, puis il essaie d'amoindrir la chose en disant bon, alors évidemment ça a été mal compris. Bah oui, il rédigeait des cartes, il se baladait partout, puis il faisait des cartes militaires. C'est le Vatican qui a préparé l'invasion de l'Ukraine. Voilà, avec les soviétiques bien gentils quand même qu'on laissait faire pendant un moment. Puis ils se sont énervés dans les années 30. Hein. Alors là, ils ne leur ont en général pas touché un cheveu, mais ils les ont renvoyés à Rome. Voilà. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Vu le degré d'information admirable de toutes les capitales, même les plus petites, on sait toujours à peu près tout sur tout et les archives se recoupent. Moi, je n'ai jamais rien trouvé de plus frappant que le fait, les soviétiques avaient peut-être été prévenus autrement, hein, que ce soit un Polonais, un diplomate polonais, c'est un original au moins celui-ci, qui soit allé voir Moscou au lendemain du concordat de juillet 1933, en prévenant Moscou qu'il y avait une clause secrète qui était la clause d'invasion commune de l'Ukraine. 1933. Juillet 1933. En 2-3 jours, ça avait fait le tour des chancelleries. Annie a évoqué brièvement le rapport entre les deux livres dont il a été question. Il a surtout été question donc aujourd'hui du livre sur le recyclage des nazis, un peu, pas seulement allemands, évidemment un peu partout, par les services américains. L'autre ouvrage donc, dont il a été question il y a quelques jours et dont la version poche est sortie, évoque la manière dont les Français, eux, ont recyclé non pas leurs nazis, bien qu'il y en avait quelques-uns parmi eux, c'est-à-dire nos collaborateurs, et de la manière dont c'est traité de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'historiens anglo-saxons, américains qui ont évoqué la question, alors qu'en France, en dehors d'Annie, c'est le désert des Tartares. Eh bien... Ah ben non, mais non, parce que ils se sont mis ces derniers temps à parler beaucoup de l'épuration. Moi, j'ai été seule très longtemps, puisque j'étais toute seule. En 86, en France, j'étais toute seule. Quand j'ai fait cet article sur qui s'appelait « La collaboration de la haute banque française, des grandes banques françaises et la non-épuration ». Oui. Je voulais juste aller jusqu'au bout du bref raisonnement que je voulais proposer, qui se termine par une semi-question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour une réponse, et de toute façon c'est juste pour mettre en perspective la connivence des deux livres. C'est que j'ai mis en bande-annonce sur le site de librairie une vidéo, comme il y en a énormément actuellement aux États-Unis, de la même manière qu'il y a énormément de livres anglo-saxons et singulièrement américains sur cette thématique, et qui l'abordent sérieusement et qui soulèvent les problèmes sérieux que ça pose. Aux États-Unis, actuellement, il y a quand même une prise de conscience de plus en plus importante du fait que ce sont quand même des nazis qui se trouvent derrière Zelensky, et que le New York Times, derrière moi... Oui, 9 pages. A fait 9 pages. The New York Times is out with a new piece on Ukraine's, quote, thorny history with Nazi imagery in its military. Quote, troops' use of patches bearing Nazi emblems risks fueling Russian propaganda and spreading imagery that the West has spent a half-century trying to eliminate. Journalist Glenn Greenwald commented on the piece, tweeting, amazing article from New York Times about the rather uncomfortable fact that photos of Ukrainian soldiers and leading battalions so often include Nazi symbols and flags.
For a decade, the Western press warned Ukraine's fighters were dominated by Nazi units. Yeah, this article exploded on the internet yesterday because, frankly, as we well know, for months, viral image after viral image has been circulating of Ukrainian soldiers with various kinds of Nazi symbols on them. There was the incident where Jon Stewart was awarding a medal to someone who ended up having Nazi tattoos. It's the incidence of this happening in high-profile photos on the front cover of these major newspapers, et cetera, is so bizarre that it leads one to the conclusion that you can't escape, that this is not some incidental, accidental, small, marginal number of people in this military force who are openly touting Nazi ideology. But this article feels like the New York Times was finally forced to confront that reality after having published so many images of Nazis themselves. And instead of taking it head on, the article itself reads as apologia for what it's trying to describe. Yeah. So people have been ripping this apart. They say, well, the Nazi symbol, the swastika symbol, was once a Hindu symbol, so maybe these are just Ukrainian Hindus. I guess is supposed to be the implication. They raised the Confederate flag, saying, well, just like some people in the South say the Confederate flag is just about their pride in history. Maybe some people think that the swastika. U.S. liberals usually call BS on that argument. Exactly. In every other context, they say, no. We don't care, why your whatever twisted logic or rationale you've come up with to defend this imagery. We know what it actually stands for. One would think that's the same thing with Nazi imagery. Nope. But because, again, liberal, Democrat, mainstream type people are so bought into the Ukrainian war effort against Russia, you have to look the other way or pretend it means something else and all that, or apply all sorts of greater contextualizing that never happens in cases of hate crimes and graffiti of like hate symbols in the U.S. context. No, that's the worst thing you can do. There's no further exploration of what it means or, well, think of the context. The media never does that. Yeah, and the reason is because Putin has been saying that part of the project is to denazify Ukraine. And to acknowledge that there are a non-trivial number of Nazis in Ukraine is to them validating Putin's narrative. Now, I would argue that everywhere needs to be denazified. That doesn't necessarily mean it justifies an invasion. Not by an invasion at gunpoint. But I'm not going to put myself in the position as arguing in favor of Nazification. So another thing the article does is use the fact of Zelensky being Jewish as a counter argument. How could his bodyguards be Jewish? How could the people surrounding him wearing swastikas and other kinds of Nazi paraphernalia be Nazis if they're protecting someone who's Jewish? You don't need a PhD to realize that those things can exist in the same time. They try to explain there's symbols called Totenkampfs, which were apparently used by Nazi concentration camp guards. And they say, well, it's also a symbol that's used by a musical band. So that's neither here nor there, admitting that it is a Nazi musical band. They say, it was impossible to make an inference about the wearer or the Ukrainian army based on this patch. That was from the Anti-Defamation League, League's Jay Hyman. Really softballing. The Anti-Defamation League, I have never seen, they've never met a hate symbol they would not eagerly denounce before. I'm just saying. Except now, it's like this plain running cover. This is a group that I remember their surveys and their studies about how, because of Trump, anti-Semitic hate is rampant in American schools. And they had this very, the methodology of it, not at all persuasive to me when I looked into it a little bit, to suggest that anti-Semitic hate, bullying incidents were rampantly increasing throughout American schools and were explicitly due to Donald Trump's rhetoric.
And now they're saying that there's an indifference to now this kind like, of well, anti-Semitism. it could be offensive to some people. Yeah. Jewish people. Yeah, well, the Anti-Defamation, that's what's so toxic about this. The Anti-Defamation League, which ostensibly should be the ones calling out legitimate instances of anti-Semitism and Nazi ideology like this, are in fact running cover for it because of this broader political project. So in this other paragraph, the Times writes, in November, during a meeting with Times reporters near the front line, a Ukrainian press officer wore a Totenkopf variation made by a company called R3ICH, pronounced Reich. He said he did not believe the patch was affiliated with the Nazis. The patch made by the organization called Reich. Oh, I'm sure there's a Reich easy with a 3. explanation for it. Who among us hasn't? And the article just credulously takes these statements and just runs with it. There's offers no pushback whatsoever. Moreover, people have pointed out that there's a way that they try to recharacterize the Soviet Union's role in defeating the Nazis, suffering more casualties of war than anybody else, as somehow an ambivalent position or something that they shouldn't get all the credit in the world for, and do what some people are describing as propagating their own kind of Nazi propaganda by saying that when the Nazis invaded Ukraine, then part of the Soviet Union, many Ukrainians saw them as liberators. I mean, it's like really, really galaxy brain stuff. Right. This should be a reminder that, look, in other parts of the world, in Europe, they have been fighting people, Russians, Germans, Ukrainians, all the peoples of Eastern Europe have been, Europe all over the entire continent, warfare for hundreds and hundreds of years. There are ethnic conflicts. Sure. There used to be religious-based conflicts. There are conflicts going back centuries family conflict, things that people still feel something for that we don't necessarily understand because we're somewhere else and they're somewhere else. And we can't, force how we feel about things on everyone else. There are conflicts that just can't be solved necessarily easily by the U.S. just saying, you got to stop hating each other, you got to stop fighting. And it's complicated because there are people who are unsavory. I mean, we encounter this in the Middle East. People who are unsavory to us for a lot of reasons, but are they the good guys in this conflict because we hate these people more? And then where does that get us when we arm them and then somebody else ends up with the weapons? And it doesn't turn out well because we should try generally to mind our own business in a foreign policy context is actually what the American people support. Sure, but what's happening here is that the New York Times is doing PR, not neutrally saying, hey, maybe we should help Ukraine, but there's some bad folks in the mix, but we should help them on a broader general principle. It's running cover for them. I mean, people who are more knowledgeable are pointing out that there are all of these non-ambiguous acts, the reburying of these Galazin soldiers, these soldiers from what was apparently a notorious Nazi unit. A ceremony was done by the Ukrainian Orthodox Church to rebury them just a couple of years ago. These symbols abound. And these folks are being characterized in the in the article as historical groups, some of which may have been Nazis, but that wasn't their main bag. And over again in the article, there is this very explicit effort to acknowledge, but downplay what so many people in social media and in independent news have been reporting on as a real problem for years. And frankly, I think the effect is that it makes Ukraine look worse than if the paper had just acknowledged the reality of what's going on in the country at the top. Because now it looks like a cover job, and the implication is it's so much worse than just the people who are showing up with the odd badge or tattoo or what have you. And again, it's worth noting just the sheer number of incidents that are cataloged in the context of this article, much less beyond. Right. It clearly goes beyond there were just 3 people in 3 photos that got photographed with Nazi regalia. It seems like it's a more significant aspect of the Ukrainian army than readers of the New York Times have previously been led to believe. Yeah. So I am glad to see a little bit of acknowledgement, even if it's kind of, I agree with
your criticisms of how they've framed it. But I think even this article is going to be something of a revelation for a lot of people who only get their information from the New York Times. And be like, what? There's Nazis in the Ukrainian army? Yeah, what is well, that? that's a Putin talking point up until this time. And a friend of mine noted that a lot of the Ukraine articles don't have comments on them in the New York Times because it was part of like an ongoing news update section that didn't allow comments. This article does allow comments, and when we talked about it yesterday, he pointed out that there were hundreds. Yeah. It was a very active comment section of people expressing frustrations with how this was handled. I always tell you not to read the comments, Brianna. Well, I will definitely be reading the comments on this article. Rien, au contraire. Silence radio. Mais je trouve... Ce sont des saints. Il n'y a que les complotistes je vous signale comme Annie ou moi évidemment, pour imaginer qu'il y ait quoi que ce soit de suspect de fascisme ou de nazisme derrière les gens qui portent nos valeurs à Kiev aujourd'hui. Alors, si tu peux, tu l'as vu comme moi, le truc évoqué pour conclure, parce que ça c'est un rapport très clair entre le décalage qui existe actuellement et qui est inquiétant pour nous, quand même français, puisque même les Américains, eux, sont quand même un petit peu plus sérieux, plus lucides sur ces questions et essayent de nettoyer un peu devant leur porte, un petit peu. Et c'est très médiatisé. Non, mais je pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est quelque chose qui était prévisible, enfin qui a déjà été observé. Cette différence entre finalement le pays impérialiste hégémonique qui peut encore se permettre d'avoir un certain nombre d'intellectuels qui remplissent ce qui est considéré comme leur office normal, c'est-à-dire d'être des spécialistes. Voilà. Est-ce que tu précisais que c'était une critique par un certain nombre de journalistes, très jeunes d'ailleurs, mais très hipsters, comme on dit aujourd'hui, pas du tout des radicaux obscurs. Oui, c'est The Hill, vous regarderez sur le site de la librairie, enfin il y en a beaucoup comme ça, et qui faisaient une recension absolument sidérée de l'article du New York Times, que je te propose de résumer en quelques mots, qui était en train de recycler, et c'était quasiment le titre de l'article des critiques, critiquant l'article du New York Times qui faisait carrément du recyclage idéologique de propagande des nazis ukrainiens. Mais c'est ce que ça d'ailleurs, ça apparaît très bien dans Simpson. Donc je disais, moi, les uns et les autres regarderont. Il faudra peut-être d'ailleurs faire une traduction de cet article du New York Times qui nous a habitués d'ailleurs à raconter à peu près n'importe quoi 9 jours sur 10, et puis le 10e... mais qui est le modèle de notre presse de référence. Oui, mais notre presse de référence ne va pas jusqu'à faire le 10e ou le 5e ou le 1% nécessaire qui permet au happy few de se reconnaître. Mais on est dans une situation, je pense que c'est très difficile à penser, on est dans une situation, toute la zone d'influence, avec des nuances suivant les pays, de pays colonisés. C'est-à-dire que dans les pays colonisés, les intellectuels, d'ailleurs, il y en a des bons, mais pendant un moment, quand même, on ne peut pas dire qu'on les entend souvent. C'est-à-dire que on peut avoir de très grands intellectuels dans un pays comme les États-Unis, encore que. Oui, mais là, c'est même pas les intellectuels, c'est la presse relativement lambda, hein, qui quand même s'émeut du culot qu'a oui, mais la nôtre nous a habitués à... Mais la nôtre ne s'émeut pas du tout de ça, au contraire, elle trouve ça formidable. Mais il faut d'abord remarquer qu'aux États-Unis, ce qui domine, c'est quand même... les folies de Madame Anne Applebaum, etc., qui a quand même un succès, qui est aussi historienne que moi, brodeuse, enfin politiste, je ne suis pas brodeuse en fait, hein. Mais enfin, on s'étonne tout de même du succès, mais on s'étonne d'un succès qui est entièrement fabriqué, et c'est comme ça que ça se fabrique chez nous, mais dans ce pays, tout de même,
qui revendique le maintien total de son hégémonie et qui demeure quand même, et dans la zone un pays hégémonique, voilà, il y a quelques intellectuels, y compris d'ailleurs des intellectuels qui n'ont pas toujours été anticonformistes. Hein. Mearsheimer, c'était quand même pas un anticonformiste. Absolument pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Par rapport au courant majoritaire, évidemment, américain, il n'était pas sur la même position. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, tu as dit, nous sommes un pays colonisé, mais en rapport avec le thème de ton livre, je pense que ça n'est pas sollicité, y compris le vocabulaire, que dire que nous sommes un pays de collabos de l'Empire américain, purement mais nous sommes un pays colonisé. Et à commencer par notre appareil idéologique. Non, mais c'est le problème. Vous connaissez, la liste est longue, de l'idée au monde en passant par... Écoutez, moi je vous... il me vient souvent une comparaison, c'est que nous avons des classes dirigeantes qui ressemblent à ce qui est apparu dans les années 1950 comme le symbole même de l'élite colonisée corrompue. On a une série glaoui. Voilà. Le glaoui, après d'ailleurs, il s'est très bien fait, il faut bien dire, si je ne m'abuse, à l'indépendance, hein, parce que quand même, voilà, on pouvait se rattraper. Mais voilà, c'est clair, on a une situation d'extrême dépendance. Mais les grands intellectuels vietnamiens, on les a pas connus du temps de la colonisation française. Hein. Je veux dire, ils paraissaient pas. Donc voilà, on est dans un statut de colonisé qui fait qu'on ne perçoit plus qu'on est colonisé. Voilà, ce qui donne une grande efficacité à la propagande en question. Mais oui, c'est bien simple. Hein. Le 16 juillet 1941, le général Doyen, en fait par la plume d'un diplomate de talent qui s'appelait Armand Bérard, explique que les Allemands sont cuits, je dis bien 16 juillet 1941, que les Soviétiques se battent tellement que si ça dure encore un mois, les Allemands seront vaincus. Parce qu'on avait tellement répété que tout ça s'effondrerait, tout ça, bon. Donc, je dis bien, juillet 41, Doyen, un des hommes de l'appareil, vous voyez, il est quand même... il est à la tête de la commission d'armistice, tout ça. Bon. Et il dit, nous allons devoir... Les États-Unis sont les premiers vainqueurs, les principaux vainqueurs de la guerre précédente. Ils vont être les vainqueurs toutes catégories. Et il faut que nous nous habituions à l'idée que pendant 50 ans, ils se trompaient, ça a duré plus. Pendant 50 ans, le monde devra s'adapter aux ordres des États-Unis. C'est dire que étudier la colonisation de la France, c'est pas étudier l'époque Sarkozy ou l'époque récente, où les deux ministres, les deux présidents socialistes ou apparentés qui ont succédé à Sarkozy. C'est étudier le mécanisme de cette colonisation qui a été commun à la France et à toute la zone occidentale, enfin toute la zone américaine. Bon, alors pourquoi on arrive à en dire moins? Parce que voilà, mais on va pas faire. Je pense qu'on ne peut pas faire ici. Oui, ce sera l'objet d'une prochaine. Voilà. La collaboration française aujourd'hui, elle est de plus en plus active. Moi, je suis historienne et je me permets seulement d'établir les liens entre la situation d'aujourd'hui et l'avant qui, évidemment, permet d'éclairer, mais je n'ai de compétences qu'historiques. Merci en tout cas. Donc,